Ouais, donc t'es au courant, Benoît, il en a ras-le-bol de faire 101%. Il veut prendre des vacances. T'as pas vu le making-of de 3 ans? Ah, le sacrifice, là. Ah oui. Donc du coup, on cherche quelqu'un. Voilà, donc comme tu m'as dit que ça te brancherait bien de présenter 101%. Ouais, carrément. Voilà, que t'es un peu geek et tout, que tu connais un peu les domaines. Ouais, un petit peu. Donc on va faire un essai, on va voir ce que ça donne. D'accord. Allez, donc, quand tu veux. Donc le plateau, je peux faire un truc vraiment simple, classique, court et efficace? Si ça marche bien, ouais. D'accord. Bonsoir à tous, bienvenue sur nos lives, bienvenue sur 101%. Non, c'est plutôt dans, c'est ça? Oui. D'accord, je refais. Bonsoir à tous, bienvenue dans 101%. Cette semaine, au programme, il y aura... Ah, c'est dur. Alors, c'est pas cette semaine, c'est ce soir. C'est ce soir, pardon. Je suis habituée à une émission hebdomadaire. Ok, aujourd'hui. Finalement, c'est plus compliqué, mais c'est illisible en fait. On m'avait pas dit que ce serait illisible comme ça. Que t'as pas révisé en fait avant? Ah non, non, j'ai Alors, tourné je t'ai dit, un reportage, temps perdu, Rétro Magique sur Pulseman, et on commence par les news. D'accord. Le stand Sega accueillait pas mal de titres déjà annoncés, auxquels nous avons pu enfin jouer ou au moins jeter un œil attentif. Également présent sur le stand Microsoft, Vanquish, un titre 18+, développé par Platinum Games et Mikami Shinji, était le centre de toutes les attentions. Nous reviendrons dessus dans Classé 18+. Dans le genre action, la suite du FPS exclusif à la Wii, Conduit 2, était également jouable en multijoueur. Cette fois-ci compatible avec le Wii Motion Plus, il offrait une fluidité étonnante dans les contrôles et Sega a annoncé quelques nouveautés comme un mode invasion par équipe jouable à 4 en coop ou encore une compatibilité Wii Speak. Mais la vraie star du stand était incontestablement Sonic, présent un peu partout avec pas moins de 4 titres. Sonic Adventures via la gamme Dreamcast Returns, Sonic Colors sur Wii et DS, Sonic 4 épisode 1 sur les plateformes de téléchargement, ainsi que Sonic Freeriders, un jeu de glisse exclusif à la Xbox 360 et compatible Kinect. Peut-être le meilleur Sonic présenté par Sega sur CityCube, Sonic Colors sur Wii proposait le gameplay signature de la licence, des courses plateformes ultra speed avec un enrobage SF plaçant le hérisson bleu au sein d'un parc d'attractions mis en orbite autour de sa planète. Un peu à la manière de Super Mario Galaxy donc, Sonic pourra explorer diverses planètes sur des plans 2D et ou 3D, tout en tirant parti des pouvoirs colorés d'une race extraterrestre convoitée par le Dr Eggman, les Wisps. Parmi ses pouvoirs, l'un d'eux, le Yellow Drill, permettra à Sonic de creuser le sol à toute vitesse telle une taupe sous acide. Sonic Colors est annoncé pour fin 2010 sur Wii et DS. On terminera ces news eCube Sega par la bande-annonce de Phantasy Star Portable 2. Sorti fin 2009 au Japon sur PSP, la disponibilité de ce RPG SF a été confirmée en Europe et aux US. Une nouvelle fois, le jeu proposera à la fois une campagne solo et des parties multijoueurs en ligne. Ces dernières seront d'ailleurs encore plus développées et permettront à 4 joueurs de jouer en ligne où qu'ils soient. Le jeu est annoncé pour cet automne en exclusivité sur PSP. On enchaîne maintenant avec un petit tour détaillé des jeux Nintendo en compagnie de Ludovic Amouroux, responsable des jeux gamers chez Nintendo France. Nous sommes à l'E3 à Los Angeles, toujours tout en haut du stand Nintendo, avec Ludovic qui travaille pour Nintendo justement et qui va nous parler un petit peu des jeux présentés ici. Donc il y a eu des grosses annonces à l'occasion de la conférence et comme la plupart des jeux annoncés sortent en fin d'année, la plupart sont également jouables ici. Alors est-ce que tu peux nous présenter rapidement un petit peu les jeux là, du stand sur le salon ? Alors effectivement, on a eu des grosses surprises, des grosses annonces qui ont été faites pendant la conférence. Les plus fans vont se rendre compte qu'il y a un Donkey Kong Country Returns qui est prévu pour cette fin d'année. Effectivement, d'habitude on fait des annonces et puis ça sort dans 2 ans, 3 ans. Mais là, Donkey Kong Country Returns est bien prévu pour la fin d'année. On va retrouver Donkey Kong, Diddy Kong, on va jouer en coop, on peut y jouer tout seul. C'est vachement fun. On peut gérer 2 plans, donc effectivement on va se balader sur un premier plan, on pourra passer derrière, revenir devant. Il y a plein d'interactions qui se fait. On a des grosses baleines qui vont balancer des bananes. C'est super méga fun.
grosse annonce aussi, c'est Zelda, effectivement, Skyward Sword, qui sort l'année prochaine, Wii Motion Plus, donc on va pouvoir gérer les coups d'épée qui soient comme ça, on va avoir vraiment une vraie stratégie qui va se monter, c'est plus du bourrinage un petit peu à la Twilight Princess comme on avait pu le voir avant, donc là vraiment il va falloir prévoir ces coups d'épée, c'est un petit peu comme du fleuret, donc on va mettre un petit coup d'épée, se protéger, mettre un petit coup comme ça, c'est vraiment super fun. Effectivement, la grosse annonce de la conférence de cette E3 chez Nintendo, c'est la Nintendo 3DS. Ce petit bijou de technologie, c'est vrai que c'est la première fois chez Nintendo qu'on dit petit bijou de technologie, c'est qu'à d'habitude on est plutôt sur des consoles qui n'ont pas beaucoup dans la culotte, mais finalement l'expérience de jeu elle est tellement intéressante qu'aujourd'hui on a un parc installé de Wii et DS qui est assez conséquent. Mais si on parle de la Nintendo 3DS, on voit effectivement la 3D qui apparaît. La 3D c'est pas uniquement pour la technologie, c'est aussi pour une nouvelle expérience de jeu. Sorry to keep you waiting. Chez Nintendo, on pensait que Kirby allait passer un petit peu inaperçu, donc c'est pour ça qu'on a mis au devant de la scène Link et puis Donkey Kong. Mais c'est vrai que Kirby, on voit au fur et à mesure des gens qui essayent le jeu, des journalistes qui nous disent Kirby, mais montre-le-moi Kirby. Effectivement, Kirby sur Epic Yarn, donc c'est le nom du jeu. On a l'impression que c'est notre grand-mère qui a pris un petit peu son nécessaire de couture et qui a essayé de broder un petit peu tous ces personnages de l'univers. Effectivement, on a des zips que l'on peut tirer pour tirer le décor. On a des interactions qui se font entre les deux personnages. On a Kirby qui est un autre personnage aussi qui est un peu plus méchant, qui sera jouable. Les interactions qui se font entre les personnages, c'est super fun, c'est super marrant et c'est super joli. Évidemment, l'un des gros titres, bon, on le connaissait, on avait déjà vu des trailers, etc., c'est Metroid Other M. Là, il est jouable. Vraiment, ça se confirme comme un titre absolument énorme. On est assez surpris puisque, bon, Retro Studio est passé à Donkey Kong Country. On laissait la licence à la Team Ninja et la Team Ninja a fait carrément autre chose, un super boulot. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les nouveautés de cette E3 sur ce jeu? Est-ce que de nouvelles choses ont été annoncées? Alors, pour revenir un petit peu sur la base de ce Metroid Other M, on a vraiment, on essaye de regrouper deux types de fans. On avait les fans de l'époque sur Super Metroid, tout simplement parce que l'histoire de ce Other M commence tout de suite après la fin de Super Metroid à l'époque de la Super Nintendo. Donc on a Mother Brain qui s'en prend à la tête et on va retrouver justement Samus Aran juste après. On va rentrer dans une vraie histoire et on a aussi cette deuxième population de joueurs qui ont vraiment surkiffé Metroid Prime et on va avoir donc une vue à troisième personne pour les fans de l'époque et aussi une vue à la première personne. Il suffit juste de passer, donc on a un mode de gameplay qui se situe comme sur du Super Mario Bros. Wii. On contrôle le personnage avec la croix, on utilise les boutons pour tirer et sauter et dès qu'on passe la télécommande Wii sur l'écran, on passe à la première personne. Donc c'est vraiment les deux groupes de joueurs qui vont kiffer Other M. Effectivement, aujourd'hui, on a 190 millions de Mi créés. Je pense qu'il y a très peu de MMORPG qui peuvent se targuer d'avoir autant de personnes créées ou du moins de communautés. Donc imaginez-vous la masse de Mi que ça peut faire. Naturellement, Nintendo s'est dit, il y a tellement de gens qui ont créé leur Mi, faisons un jeu qui leur est dédié. Et effectivement, Mi Party, c'est un petit peu, on va dire, un mélange de Wii Sport et de Mario Party. Effectivement, on a une partie de jeu qui peut se faire sur un phénomène enfin, du moins sur une tactique de jeu de loi. Donc on avance avec les dés sur un jeu de loi. À la fin de chaque tour, on a un mini-jeu. Ça utilise la reconnaissance de mouvement de la télécommande Wii. Mais là où la nouveauté est vraiment super intéressante et qui est partie d'un concept assez simple, c'est que vous créez votre Mi, vous l'envoyez donc sur le jeu et votre Mi revient dans votre salon. Pourquoi? Parce qu'on a plein de petits jeux qui vont faire que votre salon devient une interface de jeu. Un truc extrêmement simple, on a un jeu où en fait l'un des joueurs va cacher sa télécommande Wii dans son salon ou dans la maison. Les autres joueurs vont essayer de retrouver avec le bruit de la télécommande Wii la télécommande et au fur et à mesure du temps qui va s'écouler, le joueur qui aura caché la télécommande Wii aura un score qui sera le plus haut possible. Autre chose qui est assez drôle, c'est la bombe à retardement.
le principe est simple, la télécommande Wii est une bombe et en fait il faut suivre une séquence. J'ai une bêtise, on va faire bouton haut et le bouton 2 qu'on va tenir. Je vais te passer la télécommande, tu vas suivre la même séquence et après tu vas passer à ton collègue et ainsi de suite. Et donc celui qui n'a pas suivi la bonne séquence va faire exploser la bombe. Autre chose, les vibrations sont aussi prises en considération. Ce qui veut dire que si tu bouges trop la télécommande, ça t'explose dans la gueule. Au niveau marketing pour essayer de faire en sorte que tous les foyers français et du monde aient une console Nintendo. Je pense que ta grand-mère ne joue pas encore aux jeux vidéo. Il y a quelques grand-mères dans les maisons de retraite qui y jouent. Il y a encore du boulot à faire sur cette cible-là. Non, pour rentrer sur des choses plus sérieuses, effectivement, on a eu l'année dernière plutôt un E3 qui était focalisé sur la presse généraliste. On a essayé de les rassurer en disant regardez Nintendo, on est en train de faire quelque chose avec le jeu vidéo, on essaie de le démocratiser au plus possible. Aujourd'hui, effectivement, on revient sur ce qui nous tient vraiment à cœur, nos fans, ceux qui nous accompagnent depuis très longtemps. Et c'est vrai qu'on a une pléthore de jeux qui vont sortir. Moi, en tant que chef de produit gamer, je suis aux anges, je suis sur un nuage depuis la conférence. Et c'est vrai qu'on va avoir pas mal de boulot, mais beaucoup de fun. Hurry, Pit. The people need your help. Et là, tu dis c'était de bien belles news. Et tu lances le reportage. D'accord. Et je crois que c'est des news de l'E3 en plus. Thierry Pierre-Alexandre dans l'E3. D'accord. Eh ben, c'était des bien belles news. Merci Thierry, merci Pierre-Alexandre pour ces news, donc. Pas mal. Ça, c'est pro, ça. Voilà. Continue. Avec de l'énergie, hein, ouais. t'as vu. Et ensuite, on passe au reportage. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est un reportage surprise. Ça, faut pas le dire. Non, faut pas. Le reportage de la semaine. C'est vrai qu'on tourne un peu en avance. C'est le reportage de la semaine, comme ça. Voilà. D'accord, ok, je tiens le truc. Il y a des projets comme ça qui tombent un peu de nulle part, tout en répondant à une attente insoupçonnée. Étrange, différent, intrigant, Inergy est un projet Ubisoft développé en collaboration avec un petit studio lillois. Présenté lors de la conférence Ubisoft Pre-Cube par Tommy François, responsable des nouvelles propriétés intellectuelles et dénicheur de talent pour l'éditeur français, Inergy est un outil ludique destiné à lutter ou plutôt à manager son stress, entre autres choses. Mais pour en apprendre plus sur ce projet rafraîchissant, nous avons posé quelques questions à son producteur, Olivier Janin, qui revient pour nous sur les origines du concept. Alors, originellement, le projet Inergy est né d'une vision créative de Sébastien Kochman, qui est le réalisateur du jeu chez Ubisoft, qui est arrivé chez Ubisoft en 2004 avec cette idée-là, qu'il avait déjà commencé à développer dans une société qu'il avait montée auparavant qui s'appelait Schman. C'est basé sur un principe physiologique, médical, scientifique reconnu par les neurosciences, par les cardiologues aussi, qui est le principe de la cohérence cardiaque. C'est-à-dire que notre corps, notre cerveau et notre cœur sont en relation permanente par un système nerveux autonome. Et si j'arrive par la respiration à reprendre la main sur l'accélération ou la décélération de mon cœur, je vais réussir à baisser la pression qu'il y a au sein de mon cerveau, au niveau du cerveau émotionnel, donc à faire baisser la température entre guillemets de ce cerveau-là, et donc à diminuer l'impact du stress, qui est une réaction somme toute physiologique naturelle, qui permet à l'homme de survivre dans des cas de danger immédiat, mais qui aujourd'hui dans un monde, dans une société comme la nôtre, est souvent une réaction inadaptée à des facteurs qui nous entourent. J'ai des collègues qui me parlent tous en même temps, j'ai des facteurs de temps extrêmement limités, je vais me mettre à stresser, mais c'est mon cerveau limbique, vraiment le cerveau originel, qui vient cogner sur mon cerveau préfrontal et mon cerveau le plus intelligent en disant au secours, il y a un problème, mais il faut réussir justement à diminuer cette température, enfin cette température c'est une image, hein, c'est pas vraiment et à reprendre la main là-dessus. Et ça c'est le principe de la cohérence cardiaque qui permet aussi de reprendre la main sur ces facteurs, sur ces symptômes-là. Donc Sébastien Kochman qui a développé, il y a eu plusieurs prototypes qui ont été développés chez Ubisoft. Et puis il a repris la main, puisque rien de bon n'avait été trouvé à l'époque. Il a repris la main en 2008 sur ce projet, c'est à ce moment-là que je l'ai rejoint, et qu'on est parti sur
sur une nouvelle façon de concevoir autour de ce principe physiologique. Et on arrive aujourd'hui avec un produit qui est plutôt bien ficelé. Inergy est donc un projet de longue haleine, porté depuis des années par Sébastien Kochman, à l'origine via son ancienne société, Team Chiman, de Banja, entre autres. Un projet qui arrive finalement à maturité au sein d'Ubisoft, dont le côté atypique a su séduire bien des personnalités. Le projet, c'est un projet qui est lié, qui offre aux joueurs ou aux utilisateurs d'identifier leurs facteurs de stress, les symptômes qui leur sont propres du stress, et on va leur offrir par des tests, puis par des exercices d'inner power, hein, donc de force intérieure, des exercices de respiration qui vont leur permettre de diminuer ces facteurs de stress et d'avoir un bénéfice réel dans leur vie quotidienne. Et quant à l'objet qui est derrière moi, c'est le capteur qui justement va servir aux joueurs, le joueur positionne sur son doigt. Capteur designé par Patrick Join, un designer industriel de renom qui est exposé en ce moment à Georges Pompidou à Paris, qui design beaucoup de restaurants de Ducasse, qui a fait beaucoup d'objets, des chaises, et qui a fait le design esthétique du capteur. Le design électronique étant fait par Mind Media. Enfin, on s'appuie sur une société qui fait des capteurs médicaux depuis les années 90, et on travaille aussi avec Thrustmaster de Guillemot Corporation qui vont industrialiser le produit. Mais outre l'originalité de son concept, Inergy a su également attirer l'attention des médias grâce à l'énorme travail réalisé sur son interface et sa présentation visuelle. On a réuni un casting de choix, je ne peux pas tout dire, mais en tout cas celui dont je peux te parler, c'est Rolito, qui a fait toute la direction artistique du monde intérieur, puisque le jeu se divise en deux parties. Test de stress, toi et ton avatar dans ton monde de tous les jours. Qu'est-ce qui me stresse? Comment est-ce que je me sens au travail? Est-ce que ma famille est une source d'énergie? Est-ce que mes amis, est-ce que j'arrive à me confier à mes amis? Est-ce que je suis stressé par les transports? Est-ce que j'ai des examens bientôt? Comment est-ce que ça m'impacte? Et puis l'exercice de force intérieure, tu rentres vraiment dans tes signaux physiologiques. Et là, c'est tout le design de Rolito qui a fait bien sûr Patapon 2, qui a fait beaucoup de hard toys et qu'on était très content de rassembler dans l'équipe. Voilà. Combattre le stress, apprendre à mieux respirer, Inergy et son Energy Sensor cachent encore son jeu, ou plutôt ses jeux. Car contrairement à ce que l'on pourrait penser, le projet ne se limite pas à ce que l'on nous a présenté à CityCube, loin de là. Le jeu Inergy n'est pas uniquement l'exercice de respiration qu'on a vu hier à la conférence. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a un moteur d'émotion qui vient, lors des tests de stress, qui vient changer les postures de ton avatar. On a tout un système qu'on dévoilera prochainement, puisqu'on va sortir dans à peu près 1 an, je pense, qui permet d'identifier les facteurs de stress. On a plein de choses. On a aussi une interface très très spécifique qui reprend des codes connus d'un média connu. Et pour des joueurs, parce qu'on s'adresse à des joueurs qui ne sont pas que des hardcore gamers, mais aussi des joueurs occasionnels, et puis des gens qui n'ont pas encore eu accès aux jeux vidéo. On est un jeu vidéo, mais on est aussi une application de bien-être qui reprend l'ensemble des codes du jeu vidéo pour s'adresser à un public très large. Avec Inergy, Ubisoft se rapproche clairement d'une certaine philosophie prônée depuis quelque temps par Nintendo. Avec la Wii, l'éditeur japonais a su s'imposer auprès d'un nouveau public en répondant à des besoins liés à la quête quotidienne d'un bien-être mis à mal par l'urbanisation. Dr Kawashima, Wii Fit et sans aucun doute les prochains titres destinés à son Vitality Sensor, présentés par Nintendo à l'eCube 2009 et grand absent de cette édition 2010, sont autant d'exemples de ce virage ludique. Si tout le monde s'attache à copier Wii Fit, rares sont les développeurs à avoir su saisir l'essence de cette philosophie. Ubisoft semble bien parti pour y parvenir avec Inergy ou encore l'époustouflant Child of Eden. Ok, bon, c'est pas mal, vas-y, enchaîne. Ah, quel bon reportage. Je sais pas toi Alex, mais moi j'ai bien aimé. Tu fais style, tu l'as vu avec les spectateurs en fait, c'est ça? Ouais, non? Donner un peu de connivence. Ouais, ça peut marcher, ouais. C'est pas mal. Et pour après, comme c'est temps perdu, mais j'ai aucune information sur le temps perdu aussi. C'est normal, et on sait qu'au dernier moment ce qu'il va faire Nicolas. Ah d'accord. Bon, en tout cas, moi j'aime bien cette émission. Enfin, cette rubrique-là, en tout cas, j'aime bien. Parle au spectateur. Pardon. Moi j'aime beaucoup temps réel et j'espère que vous aimerez aussi ce temps réel-là. Non, temps réel, moi j'ai non, temps perdu. Ouais, bon, c'est pas très pro là. Hein. Ah, l'erreur!
Bonjour, votre téléviseur vient de rendre l'âme et donc vous ne pouvez plus voir cette émission. C'est bien triste. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps perdu. Je ne sais pas pourquoi, mais de temps en temps, je me dis que le monde des jeux vidéo, c'est un peu compliqué. Je sais que parmi vous, il y en a plusieurs qui se disent que s'ils avaient vraiment pu incarner un personnage de jeu, leur vie aurait été plus belle. Eh bien, perso, je n'en suis pas si sûr. En effet, imaginez-vous si toute votre vie, pour pouvoir passer une porte, il fallait porter un orbe de la même couleur. Et puis attention, hein, inutile d'essayer d'en avoir un stock sous votre robe, puisque vous ne pouvez en porter que 2. La galère. Après, vous vous dites « Ouais, mais le travail dans l'univers vidéoludique, ça a l'air beaucoup plus passionnant. » Mon nez, oui 24 heures sur 24, coincé dans une bulle à balancer des billes sur des briques. C'est le bagne en fait. En plus, vous claquez quasiment tout votre argent dans des améliorations pour votre vaisseau. On a déjà fait mieux comme espoir d'élévation sociale. Ouais, mais dans le monde de la 2D pixelisée, on fait des trucs super intelligents, insistez-vous. Comme dans Let It Glow. Attendez. Vous appelez ça de l'intelligence de visser une ampoule? Bon, ok, c'est un peu plus compliqué que ça, puisque dans ce monde-là, les gens trouvent malin de mettre les ampoules à 3 km de la prise, alors faut des relais de courant. Et vous imaginez si un mec passe entre les deux, là? Sans parler des caisses que l'on risque de se prendre sur la tronche en cas de mauvaise manip. Oui, d'accord, mais dans l'univers des jeux vidéo, on peut voyager partout, découvrir de nouveaux mondes, et même parfois aller dans l'espace. Ah, la bonne blague. Sachez tout de même que dans l'espace, rien n'est jamais simple. Il y a toujours une tripotée d'aliens qui viennent vous embêter. Jamais tranquille. Alors du coup, on passe son temps derrière des tourelles de défense, lentes comme tout, qui tirent un coup toutes les 4 secondes. Non, y a pas à dire, on est bien mieux dans le monde réel. Et puis sérieusement, être un personnage de jeu, c'est pas la fête. N'oubliez pas que derrière chaque héros vidéoludique se cache un joueur. Et un joueur pas forcément expérimenté. Alors du coup, on passe son temps à courir inutilement dans des couloirs, on se prend des flèches dans le derrière, et pendant la pause déjeuner, eh bien, on attend, et ça dure des heures. Alors j'insiste, mieux vaut rester cloîtré devant son bureau, à regarder les nuages passer, et tant qu'à faire, à perdre son temps sur le net, car après tout, nous savons tous qu'il ne faut surtout pas oublier que... pour gagner plus, jouer plus. Ok, donc on vient de voir temps réel. Oui, je suis désolée, je voulais dire temps perdu. J'ai dit temps réel et je sais pas Et là, pourquoi. faut que tu lances Hidden Palace. Hidden Palace, non, Retro and Magic. Ah, bien joué. Ah, tu me lances des feintes comme ça, non, c'est pas gentil ça. Et donc maintenant, on passe à Retro and Magic sur... Pulseman. Tout à fait, sur Pulseman, j'allais le dire. Et là, développe un peu, tu dis que t'adorais ça quand t'étais petite et tout. Mais je peux pas le dire, là, je connais pas Pulseman. Bah fais semblant. Ah bah j'adorais Pulseman, d'ailleurs, avant Pokémon, je sais pas pu lire la suite. Moyen. On voit que t'as pas trop préparé. Hein. Ah non, rien du tout. Le studio Game Freak est surtout connu des joueurs pour la série des Pokémon. En raison de sa longue association avec Nintendo, on a toujours tendance à penser que Game Freak a toujours fait partie de la famille du créateur de Mario. Or, il n'en a pas toujours été ainsi. En 1994, c'est sur Mega Drive et pour le compte de Sega que Game Freak allait acquérir ses lettres de noblesse avec l'électrisant Pulseman. Pulseman, c'est en quelque sorte le fils illégitime de Sonic et de Megaman. Enfant robot aux capacités supersoniques, le personnage débarque assez tardivement sur la console de Sega. C'est sans doute pour cela que le jeu n'est jamais sorti en Europe, et qu'il ne connut aux États-Unis qu'une sortie des plus discrètes par le biais du Sega Channel. L'histoire de Pulseman commence au XXIe siècle, à une époque où le monde physique et le cyberespace coexistent. Le docteur Yoshiyama a créé une intelligence artificielle appelée Sea Life. Mais le bon docteur est tombé amoureux de sa création, il décide alors de numériser son corps pour la rejoindre dans la matrice, un peu comme dans Tron. De leur amour naît Spark, alias Pulseman, un enfant mi-humain, mi-numérique. Non, inutile de se demander comment c'est possible, c'est la magie du cinéma. Mais voilà, l'esprit du bon docteur Yoshiyama a été corrompu lors de sa fusion avec Sea Life, et il s'est transformé en diabolique docteur Waluyama.
À l'aide d'une bande de hackers terroristes appelée le Galaxy Gang, il commence à semer la terreur dans le cyberespace. Vous l'aurez bien évidemment compris, seul son fils peut mettre un terme aux méfaits du Galaxy Gang. Avec l'aide de sa petite amie, l'intelligence artificielle Béatrice, Pulseman va devoir voyager à travers le monde pour arrêter la bande et stopper le démon qui est devenu son père. Pulseman est un jeu de plateforme en apparence classique qui repose sur une idée de gameplay étonnante. Lorsque Pulseman court, il accumule de l'électricité statique dans ses chaussures qu'il peut ensuite relâcher de plusieurs manières. La première est une boule d'énergie électrique pour détruire les ennemis. La seconde, c'est la possibilité de se transformer en balle d'énergie capable de rebondir contre les parois. La maîtrise de cette habilité s'avérera nécessaire pour progresser dans le jeu, et toute ressemblance avec les futures capacités de Pikachu n'est probablement pas fortuite. L'autre caractéristique de Pulseman, c'est le côté indéniablement psychédélique de ses environnements. Le joueur traversera des mégalopoles cyberpunk, plus illuminés que Shibuya au Nouvel An, avant de plonger dans la matrice pour un trip épileptique dans le cyberespace. Car oui, Pulseman peut voyager à travers le courant électrique, c'est un autre des pouvoirs étonnants que lui confère sa nature hybride. Pour le joueur, cela signifiera surtout des sueurs froides lors de séquences de plateforme où il devra jongler avec ses différentes capacités pour atteindre la sortie. Reprenant la dynamique des affrontements entre Sonic et Robotnik, Pulseman devra régulièrement se mesurer au Dr Waluyama à bord de diverses machines infernales. Il devra également affronter les hackers du Galaxy Gang dans le cyberespace. On retrouve dans le staff de Pulseman la plupart des créateurs de Pokémon, à commencer par Tajiri Satoshi, le père des monstres de poche, et le caractère designer Sugimori Ken, à qui l'on doit le design des 151 Pokémon originaux. Il faut également noter la bande-son très particulière de Masuda Junichi, à qui l'on devra une fois de plus les thèmes emblématiques des jeux mettant en scène Pikachu et ses amis. Pour Pulseman, il réalise une soundtrack à base de bips électroniques, de parasites et autres bruits de friture. Le résultat est certes déconcertant, mais pour le moins unique. Pulseman est un classique méconnu du jeu de plateforme sur Mega Drive et un excellent titre de Game Freak. Le jeu est désormais disponible à travers le monde sur la console virtuelle de la Wii, ce qui devrait permettre aux curieux de lutter aux côtés de Pulseman et Béatrice contre le Galaxy Gang et sauver le cyberespace. Pulseman, attaque éclair! Bon, ok, maintenant, dernier plateau. Ok. Donc on sort de Retro Magic. Non, arrête. C'est Retro Magic. Donc on sort de Retro Magic. Ok. Ça y est, on arrive à la fin de l'émission. Demain, retrouvez Pili et moi, je m'en vais rejoindre mon émission hebdomadaire. Des bisous, des bisous, des bisous. Ok, merci. Tu fermes en sortant? Oui, je ferme. Non mais ouais, elle sait faire de la télé, ça se voit, mais bon, pour 101%, c'est pas possible. Temps réel, temps perdu, enfin, je veux dire, le bœuf à bas de 101% qui est pas maîtrisé, quoi. Ouais, je serai quelqu'un d'autre la prochaine fois, ouais. Ok, salut.